Bonjour et bienvenue dans ce 115e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture .NET. Alors aujourd'hui, on est le 19 décembre 2025 et je suis Christophe Peunier et je suis accompagné de Denis et Adrien qui sont quelque part ici à gauche ou à droite. Bonjour, Hello. comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, t'as un joli pull, Denis, joli. Enfin, il est moche, J'en ai mais des pulls moches. oui. Ok. Je savais pas. En fait, moi, ils sont toujours moches, alors tout fait, je me suis pas allé. Pourtant, tu ne viens plus à Ça, Seattle Adrien. avec moi pour les beaux trucs moches. C'est pour ça, il faudrait que j'aille à Seattle. On peut pas passer Allez. la frontière avec un pull comme ça. Ah, Non. si, il y a moyen. Non, bah déjà, t'as raison, quoi. Déjà, tu pourras pas passer la frontière, c'était fouille obligatoire. Voilà, c'est ça. Et je veux pas qu'ils aillent dans mon sapin, donc trop dangereux. C'est extrêmement mal placé. On va avoir des problèmes avec. Vous avez les idées où vous voulez, hein, moi, je ne parle que de mon pull. Bon. Sinon, aujourd'hui, on a un invité, Olivier Broda. Alors, Olivier Broda, il est programme manager et coach agile. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour messieurs, ça va très bien, merci. On a eu la chance de te rencontrer au Dave Day à Mons le mois dernier, au mois de novembre. Ouais, tout à fait, super événement, beaucoup de monde, très bonne conférence, super orga. Et je suis ravi d'avoir l'opportunité d'être avec vous sur scène aujourd'hui pour redonner la conférence que j'ai eu l'occasion de donner sur place. Je pouvais pas rentrer, il n'y avait plus de place. Surtout que tu étais pendant ma session, en fait. Et donc, C'est sûr que du coup, c'est vrai, en fait. En vrai, c'est vrai que c'était bien rempli. Je sais pas s'il y avait plus de place du tout, mais c'était bien rempli, c'était chouette. Ouais. Et donc, toi, tu vas nous parler d'échecs, mais qui fonctionnent, quoi. Ouais, c'est ça, on va parler d'échecs. Alors, pas le jeu avec les petites pièces en bois, du coup, hein, mais plus des choses qui se passent pas bien en entreprise, que ça puisse être organisationnel, que ça puisse être humain. C'est essayer d'avoir une approche qui arrête de rendre Taper ça sur les un gens? petit peu. Alors, taper sur les gens, non. Euh, mais essayer d'éviter de rendre ça, que ce soit moins honteux, que ce soit quelque chose qu'on approche avec un petit peu plus de sérénité, pour en faire quelque chose qui finalement permette à tout le monde d'apprendre, de grandir et d'avoir une organisation qui s'améliore grâce à ça. On foire et c'est de mieux en mieux. Ouais, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. À force de se tromper, on a plus de chances d'y arriver. Donc, trompons-nous, apprenons des erreurs, essayons d'être un petit peu moins crispés quand il y a des erreurs et ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Il paraît que c'est une différence de culture. On entend souvent que dans nos cultures européennes, l'erreur, c'est un échec et donc c'est mal vu, alors que culture anglo-saxonne, c'est plutôt l'inverse. C'est plus on fait des Ouais. échecs, plus on progresse dans ce qu'il ne faut pas faire et donc plus on peut s'améliorer, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je sais pas si c'est genre un proverbe, mais c'est quelque chose que tu entends beaucoup dans le milieu anglo-saxon. C'est If you never failed, you never tried hard enough. Si t'as jamais échoué, c'est que t'as jamais poussé le truc assez loin pour te mettre dans une situation où tu pourrais échouer. Donc, tu pourrais essayer un peu plus fort que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est aussi lié à la culture d'entreprise qui accepte l'échec. Il y a des sociétés qui ne veulent pas entendre que les échecs sont possibles, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus en mode. Enfin, il y a un terme que j'ai entendu souvent qui s'appelle fail fast. Ils préfèrent apprendre d'échouer rapidement, mais d'apprendre de ses erreurs pour après rebondir plus vite. Exactement, exactement. Après, bon, enfin, je sais pas vous, mais si par exemple, je vais à l'hôpital et puis qu'on se dit, bah tiens, on va expérimenter un truc un peu à l'arrache. S'il meurt, c'est pas grave, au moins on aura appris des trucs. Bah, Ouais. je suis pas forcément hyper partant. Il y a toujours une question de, enfin, c'est juste avoir conscience que l'échec existe et que il y a un nombre de situations qui finalement est beaucoup plus important qu'on peut le penser, où l'échec n'est pas un problème et au contraire devrait être accepté comme faisant partie de ce qui va arriver. Alors après, il y a toujours le questionnement de est-ce que il faut complètement réduire le risque d'échec à zéro et donc du coup être un petit peu intransigeant sur certaines situations. D'autres situations où on va être plus dans la mitigation un peu, comment on fait pour réduire le risque, sachant que l'échec va arriver de toute façon, donc comment on réduit le risque d'échec et comment on réduit son impact, et des situations où là, pour le coup, on essaie de même ne plus parler d'échec du tout, parce que en fait, on cherche pas à réussir dans ce cas de figure, on est plus dans une situation
d'apprendre, d'avoir davantage d'informations. Et donc, du coup, c'est pas grave si voir, nous, enfin, il y a des exemples assez récents d'approches comme celle-là. On peut évoquer SpaceX, que j'évoque très rapidement dans la présentation, qui n'a pas hésité à faire exploser un paquet de fusées pour finalement réussir à reposer des lanceurs après un paquet de tentatives. Et là où on a pu voir une espèce de couverture des événements comme cela, un peu surprenante, où on avait des gens qui se catastrophaient de voir que, mon Dieu, ils n'ont pas réussi du premier coup. On avait en face des ingénieurs et des dirigeants chez SpaceX qui disaient non, mais nous, on a collecté plein de data. C'est pas grave si la fusée a explosé, on s'attendait pas à ce que ça réussisse tout de suite, et on va continuer encore et encore pour avoir de la data un petit peu plus, parce qu'on a beau développer des Ouais. jumeaux digitaux particulièrement détaillés et performants, se confronter à la réalité, il n'y a rien de tel pour accumuler de l'expérience et de la donnée qui soit finalement réelle, quoi. Ok, bah, tu parles de ta présentation, on va peut-être te laisser commencer, parce que, enfin, c'est peut-être déjà commencé, je ne sais pas, mais J'ai déjà si t'as commencé prévu un en fil fait. conducteur, Il vient de c'est terminer. ça, En ouais, il fait, a déjà commencé. et une fois qu'il y a les échecs, on parle d'expérience du coup, j'imagine. Ouais, effectivement, on essaie de comprendre les échecs et puis après on enchaîne un peu sur l'expérience qu'on peut en tirer, l'approche, et on essaie de comprendre un petit peu aussi les mécanismes dans le cerveau, les mécanismes émotionnels, les mécanismes peut-être un peu plus rationnels, mais tout ce qui se passe à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'organisation, pour essayer d'en tirer des choses qui apportent quelque chose aux individus et aux organisations. Mhm. Je ne sais pas si genre je commence à dérouler mes slides ou Commence, Ouais, commence, vas-y, vas-y. vas-y. la discussion ouverte. Déjà Déroule commencé. et on te continuera à t'interrompre, on te posera des questions, mais vas-y. Ok, ça marche. Bon, il y a le traditionnel slide à propos de moi. Ouais. Donc, comme vous disiez, aujourd'hui, je suis coach agile chez Augury. Je suis également engineering program manager. C'est une espèce de super chef de projet qui coordonne des projets peut-être un petit peu plus gros que traditionnellement, ou en tout cas qui s'étalent sur plusieurs équipes et sur des périodes un petit peu longues. J'ai rajouté un QR code LinkedIn s'il y a des gens qui voudraient en savoir un petit peu plus, voir mon profil, et quelques logos des endroits où j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, d'abord une carrière en tant que développeur pendant quelques années, puis assez rapidement des rôles autour du management, parce que c'est quelque chose qui m'anime pas mal, coordonner Mhm. des personnes, des équipes au sein des organisations pour avoir des résultats finalement qui marchent bien, des gens qui sont heureux de venir bosser et qui peuvent se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à l'organisation et qui, eux, les éclatent pour avoir un petit peu des mélanges magiques où ça donne l'impression de marcher tout seul et en fait, il y a un manager, donc en l'occurrence moi dans l'ombre, qui fait en sorte que tout ça marche bien sans qu'on se rende vraiment compte de tout le travail minutieux de chef d'orchestre qu'il y a derrière. Ok. Alors, j'aime bien commencer cette présentation en parlant un petit peu du premier contact qu'on peut avoir dans le monde du développement avec une, euh, avec un échec. Souvent, ce qui se passe, c'est que on livre des choses en production. Quand on est jeune développeur, jeune développeuse, on commence à livrer un petit peu de plus en plus des choses en production. Et puis, un jour, il y a une prise de conscience que ce qu'on livre en production, ça va vraiment jusqu'aux utilisateurs. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait une bascule assez forte et une réalisation que c'était vrai, quoi. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des retours d'autres développeurs qui avaient vécu quelque chose de similaire. Et ce qui était partagé avec toutes ces expériences, c'était assez souvent cette prise de conscience parce que tu as pété un truc et que ça revient jusqu'à toi. Il y a personne qui t'a sauvé les fesses cette fois-ci, qui a vérifié ce que tu as fait et qui s'est assuré que tu avais développé, ça allait parfaitement marcher. Et en général, ça quelque chose d'un peu gros. Moi, dans mon cas de figure, c'était côté bancaire. On a perdu autour de 30 à 35 000 euros sur des soucis que j'avais fait. Ça a pu être récupéré après, mais sur le moment, quand tu es jeune développeur et qu'on t'annonce que l'entreprise a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros à cause de toi, t'es pas très fier. Et donc, du coup, Ça fait pas plaisir. Ouais. voilà, exactement. Donc, c'est un petit peu le retour qu'on te fait. Tu t'es planté, c'était pas ouf, et même si tu as fait de ton mieux. Donc, la première réaction que moi j'ai eue et que j'ai l'occasion de régulièrement voir, c'est ça. On a envie de se cacher, on a envie de plus exister et on se dit pourquoi je me suis imposé ça de travailler dans une boîte et de risquer de faire des bêtises comme celle-là.
Donc, il y a globalement, tu es dans cette situation, tu as l'impression que c'est le pire jour de ta vie, et puis on te dit non, non, mais c'est pas fini en fait. Des erreurs, t'en feras d'autres. Donc, il y a deux options derrière. Soit continuer à te cacher. Quand tu te planques, tu essaies de cacher les soucis sous le tapis, de filer la responsabilité à quelqu'un d'autre, de sortir l'excuse traditionnelle. Non, non, mais la spec, elle dit que moi, j'ai fait que respecter la spec, c'est pas ma faute. Ou alors, tu te dis, non, mais moi, je suis pas un lâche, en fait. Quand je me plante, je le rends visible. Je pense que c'est important que ça se sache pour qu'on règle vite les problèmes. Mais bon, avoir cette approche-là, c'est pas forcément quelque chose d'évident et de prime abord, d'un point de vue cérébral et émotionnel, c'est pas quelque chose qui est évident. Du coup, moi, je crois qu'en fait, on arrive beaucoup plus facilement à faire face à quelque chose qu'on comprend. La peur, c'est souvent quelque chose qui est généré par quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Et comme on ne le comprend pas, on a le sentiment qu'il y a un danger qui peut être en face de ça. Vous pouvez faire le test, hein, vous vous mettez complètement dans le noir et vous demandez à quelqu'un de déclencher. Enfin, si vous avez un bruit, quelque chose qui se passe autour de vous que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas la source, vous ne comprenez pas la nature de ce qui est en train de se passer, ça va induire de la peur, ça va induire du stress dans la très grande majorité des cas. Et vous allumez la lumière, en fait, c'est juste ça qui est en train de se passer, et du coup, la peur, elle redescend très vite. Donc du coup, oui, quelqu'un va intervenir peut-être. Non, non, je disais oui. Je disais oui. La peur de l'inconnu, je trouve que c'est le point le plus difficile souvent à devoir gérer. Surtout quand on est dans un domaine technique, donc quand il y a des problèmes techniques, en gros, on peut souvent dire, tiens, j'ai à peu près des solutions, je vois à peu près vers où je vais pouvoir aller, donc voilà, on peut. Mais l'inconnu, de savoir pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui se passe. Personnellement, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais bon. Il y a un côté très primaire en fait. Ce qu'on ne connaît pas, c'est potentiellement un danger. Et comme on a un corps qui est très tourné autour de la préservation, parce que finalement, nous sommes des êtres particulièrement intelligents, mais plutôt fragiles, il y a une réaction très spontanée et très, très viscérale de peur qui a tendance à se manifester très vite dès qu'on ne comprend pas quelque chose. C'est la peur du noir. Hein. On est dans une forêt en pleine nuit, ça fout les jetons, et on est dans la même forêt en plein jour, on s'amuse, quoi. Il fait tout noir. Ouais. C'est vrai, il fait noir. Je me retiens, je me retiens. Oui, il faut. Donc du coup, ce que j'aime bien essayer de faire quand j'aborde ce sujet-là auprès de mes clients dans les organisations, mes collègues, c'est catégoriser un petit peu les différentes raisons qu'on a face à un échec. Donc le truc le plus évident qu'on peut avoir, ça va être tout simplement la personne à qui on a confié une tâche, elle n'a pas les compétences. Elle n'a pas les compétences et elle s'est foirée. Ça, c'est plutôt moche, mais ça peut être une raison d'un échec. Une autre raison, ça peut être que la tâche elle est particulièrement difficile et réussir à chaque fois, malgré énormément d'entraînement, c'est pas évident. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des tâches qui peuvent sembler plutôt simples. Je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent parmi vous, mais quand on casse des œufs, s'assurer que on va pas mettre une petite coquille quelque part. Des fois, ça arrive même aux cuisiniers les plus expérimentés. Et pour mitiger ça, on a aussi le risque d'avoir un œuf qui est passé et éviter d'avoir acheté toute une préparation. Ce qui se fait professionnellement, c'est de casser l'œuf dans un petit récipient, vérifier qu'on n'a pas mis de coquille, vérifier que l'œuf est sain, et après, on le met dans le reste de la préparation. Donc là, on est dans quelque chose, on est dans la mitigation de risque parce que la tâche, elle n'est pas parfaitement fiable à chaque fois, malgré tous les exercices et tout l'entraînement que vous pouvez avoir pour la réaliser. Et quelque chose d'autre, du coup, qui peut être apparenté à une erreur, c'est vous faites du testing exploratoire, vous essayez quelque chose, vous vous attendez à un certain résultat, et puis c'est pas le résultat que vous attendez. Et on voit qu'il y a des couleurs un petit peu différentes, et ça permet un petit peu de représenter un spectre des différentes raisons qu'on a derrière un échec. Et sur la partie plutôt bleu clair, en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit savoir mettre en avant, reconnaître comme quelque chose de positif dans une organisation. Là où la partie plutôt en rouge, c'est quelque chose à combattre, à condamner. C'est l'endroit, en fait, où on a énormément de maîtrise sur ce qui se passe et où on attend beaucoup de fiabilité. Et il y a cette zone grise au milieu qui est des fois un petit peu compliquée à gérer. Donc, si on essaie de sortir un petit peu d'autres raisons, donc sur la partie plutôt à promouvoir, on a tout ce qui est tester une hypothèse, vérifier quelque chose. Des fois, en fait, on va
lancer une tâche, lancer une exploration, quelque chose, en attendant un résultat particulier, alors qu'on a tellement peu d'informations qu'en fait, on est purement dans la vérification d'hypothèses. Il y a des personnes qui euh, m'ont des fois remonté, ah bah j'ai testé ça, comme ça n'a pas marché, ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait, bah, j'ai rien documenté, je suis juste passé à autre chose. Alors qu'en vrai, le résultat, même s'il n'est pas celui attendu, c'est de l'information qui va pouvoir nous être utile par la suite, notamment si à un moment on se retrouve face à cette hypothèse, on pourrait dire on a déjà testé dans telles conditions, si on ne change pas particulièrement les conditions, on connaît déjà le résultat qu'on va obtenir. On peut avoir également tout simplement, on est en train de prendre une décision tout en sachant qu'on manque d'informations et que ce qui va se passer après, il y a de l'incertitude de toute façon. Donc, euh, c'est bien joli. Une fois, vous savez, c'est ah bah si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Oui, mais tu savais pas. Tu as pris une décision avec un certain nombre d'informations, et puis bah ce degré d'incertitude, il était existant et ça sert à rien de blâmer les gens, même si le résultat est un petit peu désastreux. Si à la base, tu n'avais pas toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision, mais qu'il a quand même fallu la prendre, et ben, des fois, ça se passe pas bien et malheureusement, on peut pas juste blâmer les gens parce qu'ils n'ont pas su prédire le futur, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire ça, en tout cas. Et encore moins en développement logiciel. Dans la zone grise, ce que j'aime bien aussi mettre en avant, c'est quand on a un process qui est juste euh, pas prévu. Enfin, si vous voulez, la personne qui devait réaliser la tâche a bien suivi le process, mais le process, finalement, en tant que tel, bah, il est tout simplement incomplet, il marche pas dans ce cas de figure, et il nécessite d'être retravaillé. On a quelque chose d'un petit peu similaire. Là, c'est pas exactement la même chose, mais on est de nouveau dans le process qui est pas forcément bien fait, mais il n'est pas bien fait parce que de base il manque quelque chose. C'est juste que on se retrouve dans une situation qui n'était pas prévue dans le process parce qu'on est dans un cas de figure beaucoup trop compliqué. C'est là que on a tendance à mettre de la systémie dans la discussion et dans la réflexion, parce que si on prend les éléments les uns après les autres, les petits process les uns après les autres, tout est très cohérent, très pertinent et ça a l'air particulièrement robuste. Mais on voit que dès qu'on complexifie la chose et qu'on passe à l'échelle d'un gros système, ça ne fonctionne plus. Et donc pour terminer dans la liste plutôt de la partie des choses à blâmer, mon erreur d'inattention, c'est problématique. Il y a des cas de figure où une inattention, ça peut créer des dégâts considérables. On fait quoi pour créer un environnement qui permette à la personne qui a vécu un moment d'inattention d'être plus focalisée sur ce qu'elle fait? Est-ce qu'on diminue le nombre de sollicitations? Est-ce que on réduit le nombre d'informations disponibles? Est-ce qu'on simplifie le process? Plein de choses possibles à ce niveau-là. Et le dernier, ben là, on est dans le cas de la déviance, où on a clairement quelqu'un qui volontairement a eu une intention de nuire et a créé toutes les conditions de l'échec et a violé une procédure, une pratique. Donc là, en général, si on se retrouve face à un échec, qu'on sort une carte comme celle-là, on est capable de pouvoir pointer une ou plusieurs cases pour expliquer pourquoi on s'est trompé, dans quelle catégorie ça va rentrer. Ouais, c'est intéressant parce que tu mets très peu l'accent sur l'aspect, j'ai envie de dire, reproche, entre guillemets, et que c'est plus des causes qui vont enclencher des problèmes et des problèmes de blocage ou des problèmes des problèmes dans le développement, dans les applications, mais moins sur l'aspect reproche. Alors qu'on a souvent tendance, intuitivement, à dire il y a eu un problème, c'est à cause de monsieur, c'est à cause de machin, parce qu'il n'a pas fait ça comme il fallait. D'ailleurs, je suis curieux de pourquoi des entreprises sont comme ça. Pourquoi il y a des gens, enfin pas des entreprises, des gens, il faut absolument une tête. C'est terrible en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est parce qu'elles n'ont pas de. Enfin, c'est une question que je me pose. En fait. Je pense qu'en fait, il y a un côté qui déresponsabilise l'ensemble du groupe à partir du moment où tu peux mettre ça sur quelqu'un. Ça soulage, tu vois. Et ça soulage. C'est l'humain, quoi. C'est horrible. Enfin, c'est l'humain du Moyen-Âge, quoi. L'humain du Moyen-Âge, oui et non. En fait, accepter que quelque chose se soit mal passé et identifier une personne, ça permet de se déresponsabiliser, de se dire, finalement, c'est pas ma faute, ça. Ça simplifie en plus. Enfin, l'humain adore les solutions simples. L'humain adore les réponses simples. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de la lâcheté. C'est plus, ça rassure d'avoir une réponse simple. Du coup, quand il y a un problème, pouvoir dire, ah, bah, c'est la faute de Christophe. Ok, c'est la faute de Christophe. Et du coup, on réduit le périmètre de recherche, de pourquoi l'erreur s'est produite, à ce que tu as fait toi. Et puis dès qu'on va tomber sur quelque chose, on va faire ah bah super, c'est la faute de Christophe, il a fait ça. Maintenant Christophe, ça suffit, t'arrêtes de faire ça. Puis les autres, vous avez bien vu, hein, parce que si vous faites ça aussi, ça va vous tomber dessus. Ouais, donc c'est un chef incompétent souvent.
Ouais. C'est plutôt Après, du c'est La managérial compétence, en fait, abusif. Hein. pardon? C'est plutôt du managérial qui est un peu maladif ou abusif. Oublie jamais un truc, c'est qu'en entreprise, si tu rates, c'est toi. Si tu as réussi, c'est nous. C'est le chef. Ouais, c'est ça, ouais, c'est nous, ouais. Enfin, dans une mauvaise entreprise, tu veux dire, Adrien? Dans la majorité des entreprises. Putain, c'est horrible. Non, mais c'est triste. C'est triste. Ah oui, Il y mais a, ça sera toujours il y a- comme il y a ça. rarement un aspect enfin moi les sociétés, il y en a quelques-unes, mais rarement un aspect de groupe, quoi, d'équipe. C'est-à-dire on travaille comme tu Non, parlais, Olivier, moi, quand je me on travaille foire, en tant je qu'équipe prends mes sur un projet. responsabilités et quand je réussis, c'est moi aussi. Oui, après, Ouais, c'est voilà. normal. Ouais. Non, mais c'est vrai que cet aspect de travail individuel qu'on essaye souvent d'avoir et de mettre en avant, alors qu'on a plus on devrait avoir plus un aspect d'équipe. C'est l'équipe qui fait quelque chose. Et quand il y a un problème, c'est l'équipe et c'est pas uniquement trouver une tête de turc, trouver un responsable sur qui on va pouvoir retomber. Et en gros, même arrêter de se donner du boulot, quoi. Parce que si c'est l'équipe, ben forcément, on doit mettre en place des contre-mesures qui vont permettre de régler ça. Alors que si jamais c'est une personne, ben voilà, on a trouvé la cause et démerde-toi tout seul pour pouvoir régler ton problème. Et c'est ça, c'est se contenter d'une réponse simple à une situation qui souvent est issue d'un enchaînement de choses un petit peu complexes. Il y a encore un Ouais. petit peu d'écho, je sais pas exactement d'où ça vient. Il y a de l'écho Donc chez je moi, vous peut-être. propose, Il y en avait. peut-être moi comme j'ai un casque, ça peut pas faire d'écho. Je vous propose d'avancer encore un peu parce que j'ai peur qu'on soit un peu short s'il avance pas un petit peu plus vite. Donc si on revient un petit peu sur le spectre, euh, pour résumer, on a sur la partie à blâmer tout ce qui est des erreurs en fait qu'on peut prédire dans des opérations qui sont prédictibles, qui sont maîtrisées, mais pour lesquelles il y a eu soit tout simplement les gens sont pas formés pour les faire, donc forcément ça se passe mal, soit une inattention et du coup là on parle de l'environnement autour de l'opération à réaliser. Et en dernier lieu, on va avoir tout simplement l'individu qui là, volontairement, va avoir une approche malsaine. Et pour le coup, bah là, une nouvelle fois, enfin quelqu'un qui a un comportement comme celui-là, il faut tout simplement l'écarter d'une organisation, ça n'a pas sa place. Au milieu, donc, bah, des erreurs qui vont arriver parce qu'on est dans des systèmes complexes, dans des organisations complexes et qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est accepter ça. Et bah, les erreurs qu'on peut qualifier un peu d'intelligentes, qui finalement, à mon sens, sont pas des erreurs, mais tout simplement une opportunité de rassembler de l'information pour pouvoir avancer et grandir en tant qu'organisation. Donc, si on fait un zoom sur, j'ai envie de dire, souvent les plus emmerdantes et celles qui créent en général le plus de friction, parce qu'on ne sait pas trop comment les prendre, quoi. On peut dire que ces cas de figure-là, donc l'idée, comme on a dit un petit peu avant, c'est mitiger le risque qu'elles se produisent, donc mettre en place des meilleures pratiques, avoir une gestion du risque et avoir des process qui soient robustes et qui soient connus des personnes. Donc ça, c'est pour réduire le risque que ça se produise. Et l'autre partie, c'est réduire l'impact qu'on va avoir à partir du moment où cette erreur-là se produit. Euh, l'autre indication vraiment importante sur laquelle je pousse dans les organisations où je travaille, c'est faut pas laisser les petites choses s'empiler, les petites erreurs pas graves. C'est souvent ce qu'il y a de plus sournois dans les organisations parce que euh, le truc qui explose, la grosse erreur qui d'un coup devient visible de la part de toute l'organisation parce que ça crée un impact très très fort, c'est souvent un enchaînement de petites choses, de petites incompréhensions, de petites erreurs qu'on connaissait potentiellement des fois déjà et qu'on a laissé passer en se disant en soi c'est pas important, sauf qu'avec l'empilement, on se retrouve dans des situations où il y a des choses qui deviennent complètement hors de contrôle. Slash On aura Ouais, l'occasion d'en voir. Ouais. je ne sais pas si tu vas en parler après, je suppose, l'aspect plus solution. Un des points, moi, que j'aime bien pour ce que tu dis ici, c'est de documenter un maximum, quoi. Donc, Ouais, quand clairement. un petit détail nous ennuie, même si ça paraît anodin et que ça apparaît qu'une seule fois, c'est de le documenter pour éviter justement, enfin, d'avoir une solution plus rapide si jamais il se reproduit plus tard. Et ben voilà. Exactement. La documentation de ces événements-là, ça fait partie de la connaissance de l'entreprise et de sa Mhm. capacité à apprendre et à ne pas répéter les mêmes erreurs, très clairement. Ouais. Je On la fais pas un sous-estime zoom plus souvent. gros, mais Hein. ah Ouais. oui, 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 bien sûr. Hein. Ouais.
C'est pour ça, enfin, comme quand je parlais de cette personne, de ce développeur qui avait testé une hypothèse qui n'avait pas obtenu le résultat attendu, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait tout simplement supprimé. Alors, on travaillait avec Azure DevOps à l'époque. Il a dit, bah moi, du coup, j'ai supprimé mes items parce que bah j'ai testé ça, ça a rien donné. Vu que ça n'a pas donné ce que je voulais, j'ai supprimé tout. Je dis, mais c'est pourquoi on perd de l'information? C'est trop dommage, en fait. Ah C'est ouais, sûr que ouais, c'est pas cool de pas avoir eu le résultat qu'on attendait, mais on peut quand même en tirer quelque chose. Là, on a juste tout perdu. Et si demain Ouais. on se repose la même question, on va refaire la même erreur. C'est dommage. Et c'est d'autant plus vrai à notre époque maintenant, enfin notre époque maintenant, avec l'aspect intelligence artificielle, où on va avoir des moteurs qui vont pouvoir puiser justement dans un maximum d'informations et nous extraire, si nécessaire, uniquement la phrase parmi les milliers de documents qui existent au niveau de l'entreprise. Donc, non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'à l'ère qu'on a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans les organisations et qui permet de traiter des volumes d'informations très considérables, je pense qu'il faut avoir un peu moins peur qu'on pouvait avoir il y a quelques années de produire de la documentation et de la maintenir, parce que si à un moment on a besoin de la parcourir, parce qu'elle n'est pas forcément parfaitement organisée ou parfaitement claire, on peut être aidé d'outils particulièrement puissants pour retrouver ce qui va nous intéresser. Donc, très très d'accord avec toi, documenter ça, c'est quelque chose de très très fort et dont on va pouvoir tirer encore plus de valeur aujourd'hui. Donc du coup, recommandation, hein, très simple, les petites erreurs qui n'ont pas l'air très embêtantes, c'est important de les régler tout de suite et de ne pas les laisser s'empiler. Euh, Si on veut parler de systèmes très complexes, juste pour donner quelques exemples, euh, trier des patients dans un hôpital, dans les urgences. Vous pouvez avoir plein de patients pas trop graves qui arrivent, vous commencez à prendre soin d'eux, puis d'un coup, vous avez plein de patients en urgence parfaitement vitale qui débarquent. Vous pouvez pas le prévoir, vous pouvez avoir décidé à un moment de prendre en charge certains patients finalement pas si urgents que ça, ou quelqu'un dont la santé se dégrade de manière un petit peu imprédictible pour des choses qu'on n'a pas pu identifier en amont parce qu'on ne peut pas tester les maladies de la terre entière dès que quelqu'un arrive aux urgences. C'est quelque chose qui arrive et il faut gérer ça avec. Donc, pour contrer ça, aux urgences, il y a des process hyper rigoureux, hyper fiables, qui sont éprouvés et qui, malgré euh, la volonté et l'ambition de réduire à zéro le risque de faire une erreur de choix, c'est quand même des choses qui arrivent encore régulièrement. Tout ce qui est champ de bataille, guerre, on est dans des systèmes tellement complexes qui impliquent tellement de personnes et tellement de stratégies et tellement d'éléments, hein, le terrain, la météo, l'information, l'intelligence militaire, tout ça fait que on peut jamais être parfaitement prédictible dans un cas de figure comme celui-ci. Et également, pour revenir un petit peu plus à notre comment dire, notre domaine d'activité, une startup qui est en pleine croissance, avec un marché qui bouge, avec des gens qui arrivent, qui repartent, des clients qui peuvent arriver ou décider de repartir parce qu'il y a des compétiteurs qui eux aussi sont en train de grandir très très vite. On est dans des environnements où il faut décider vite avec finalement assez peu de certitude et accepter de se tromper. Et là où les startups vont réussir à tirer leur épingle des jeux, c'est dans leur capacité à réfléchir, à prendre des décisions et à savoir pivoter si elles constatent que ce qu'elles mettent en œuvre, ça fonctionne pas. Si la décision n'était pas la bonne, une startup qui s'est pivotée pour changer d'angle et adresser son marché différemment aura davantage de chances de s'en sortir qu'une startup qui persévère un petit peu en se disant non, non, mais si je continue comme ça va fonctionner au bout d'un moment. Un exemple de petites erreurs qui amènent à un gros désastre. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je dirais un satellite. Un satellite, et puis si ça coûte cher. Ouais, ça coûte plutôt cher. Satellite qui va sur la Lune. Alors celui-là, Ouais. il va pas sur la Lune. En fait, ça, c'est un satellite qu'on a lancé en 1999. C'est la NASA Oh, bah, qui a s'il a lancé été ça. lancé, ça va. Ouais. C'est le Ça Mars dépend s'il est Climate arrivé ou il est Module. arrivé. S'il est juste Alors, lancé et puis qu'il, voilà, il est perdu. Au revoir. Donc ça dépend. euh, Non, vas-y, je ce qui s'est t'interromps. passé, Olivier. il n'y a pas de mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une petite bricole, pas grand-chose. Il y a deux équipes qui travaillaient sur le truc, qui se sont pas alignées sur l'unité à utiliser. Donc, il y en a qui ont utilisé des unités impériales et d'autres qui ont utilisé Ah des oui. unités en mètres. Donc déjà, c'est pas ouf, mais ça a pas posé de problème durant toute la phase de développement, d'implémentation et de construction de la machine. Et par contre, ils n'ont jamais vérifié, ils n'ont pas fait de test end-to-end sur
la consistance des unités utilisées. Au niveau de la documentation, c'était pas clair non plus. Quelle unité il fallait utiliser. Puis pour certaines équipes, c'était évident qu'il fallait utiliser de l'intérieur et d'autres des métriques. D'un point de vue review, il n'y a pas eu trop de reviews un peu fortes non plus, et beaucoup de suppositions, qui est un vrai ennemi dans notre secteur d'activité, dans beaucoup d'autres. Au moment où l'appareil a été lancé, il y a eu de légères, légères anomalies au niveau de la trajectoire du satellite, mais ça restait dans la marge acceptable, donc ils se sont pas posé de questions. Et surtout, il y avait un système de navigation automatique. Ils se sont dit, s'il y a un problème, de toute façon, le système de navigation saura corriger le problème. Et puis, ce qui s'est passé, et puis oui, il y avait aussi un gros travail en silo, assez peu de discussions entre JPL et Lockheed. Et puis, au final, la machine Je est te vois rentrée venir. avec le mauvais angle. C'est rentré dans le mauvais angle, avec le mauvais angle dans l'atmosphère de Mars. Et ça s'est désintégré en vol. C'est comme ça, Je te vois venir. On approche, on va atterrir. Ah non, on est atterri. On a atterri en beaucoup de morceaux. C'est embêtant. Donc, et à chaque fois, on voit que c'est pas comme s'il y avait eu une grosse erreur de conception et que le truc avait explosé en vol parce qu'il n'était pas prévu de supporter la trajectoire prévue, quoi. C'est vraiment un enchaînement de petites erreurs qui ont fait que ça a explosé, quoi. Alors, j'avance encore un peu parce qu'on est encore loin de la fin et le temps file. Donc du coup, maintenant, si on passe sur la partie des erreurs un petit peu intelligentes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'erreur, c'est souvent assez chargé émotionnellement. On n'a pas l'habitude de se tromper. On a une éducation, alors peut-être très européenne, autour du fait que se tromper, c'est pas bien, ça fait des mauvaises notes, ça fait. Et du coup, à partir du moment où on se trompe, même si c'est pas grave, ou même si c'est parfaitement normal qu'on se soit trompé, ou en tout cas que c'était particulièrement probable, c'est quelque chose qui nous affecte émotionnellement. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de déconnecter ces deux aspects-là. En gros, je me suis trompé, mais presque je m'en fous. En tout cas, émotionnellement, je le prends pas pour moi. J'arrive à prendre du recul et avoir une approche pragmatique sur ce qui est en train de se passer. Alors, l'idée, c'est pas non plus de dire l'émotion, ça n'existe plus, on fait abstraction de ça. On est des humains, on ressent plein de choses. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire que cette phase émotionnelle, on essaie de la rendre la plus courte possible et la moins violente possible pour les individus au sein des organisations. Et pour ça, une culture qui montre bien, qui rend très visible le fait que se tromper, ça fait partie du job, que ça peut être grave, mais qu'on est dans une approche pragmatique qui n'est pas là pour blâmer les gens, ça permet tout de suite d'être beaucoup plus cool sur ces aspects-là. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur qu'est-ce qui s'est passé, plutôt que, comme vous disiez, c'est la faute à qui, sur qui il faut taper. Des fois, il faut taper sur des gens, parce qu'ils ont vraiment fait des bêtises et ils se sont vraiment très mal comportés. Mais souvent, ils sont de bonne foi, ils ont fait de leur mieux avec l'environnement et les connaissances qu'ils avaient, et c'est pas juste en leur criant dessus qu'on va régler le problème. C'est même très très rarement le cas. Et l'idée aussi, comme vous disiez, c'est plus on échoue rapidement, plus on va réussir rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans tout ce qui est expérimental, surtout. Donc, on connaît pas les réponses, donc on va essayer quelque chose juste pour obtenir la réponse. L'idée, c'est d'apprendre des erreurs, peu importe le résultat obtenu, mais d'en tirer quelque chose et pas de juste se taper dessus et essayer de trouver un coupable. Il y a des découvertes qui ont été assez géniales, des découvertes assez géniales qui ont été faites suite à ça. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Un test de culture, on appelle ça une boîte Marie de. Curie avec la pénicilline. Une boîte de pétri. C'est Marie Curie, tu crois? C'est pas Marie Curie, c'est Alexander Fleming, et effectivement, c'est la découverte de la pénicilline. Ce qui s'est passé, c'est que Fleming, sans faire exprès, il a contaminé une boîte de pétri avec un champignon, et le champignon en question, il s'est mis à tuer toutes les bactéries autour, et il s'est dit, mince, nous on cherche à tuer les bactéries, ce champignon il fait ça. Tu vois, plutôt que de juste balancer sa boîte de pétri en disant, merde, elle est contaminée, il a quand même regardé ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline, une révolution médicale en 1928. C'est hyper vieux. Et il y a plein d'autres choses. Les post-it, à la base, c'est un truc foiré chez 3M. C'est-à-dire qu'ils ont développé une colle, et la colle collait pas assez bien. Et plutôt que de se dire, tant pis, on la fout à la poubelle, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette colle qui colle pas super bien? On peut faire des post-it. Et aujourd'hui, 3M, des post-it,
ils en vendent un peu. Il y a un C'est autre surtout truc avec des gens hyper comme connu. toi hein, qu'ils en vendent. Des Scrum Alors, Masters, des gens qui font de l'agilité. je suis un peu boring, je suis pas super team post-it, même si ça aide bien, ou en tout cas, j'utilise plutôt des post-it virtuels. Mais effectivement, personne dans mon secteur d'activité, on a tendance à beaucoup utiliser les post-it. Le visuel, ça aide des fois pas mal à organiser les idées et à permettre de sortir les choses. Donc, ouais, encore un produit finalement qui est venu de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'attendait, quoi. Il y a un autre truc hyper connu. Il y a un médicament qui à la base a été développé pour régler des problèmes cardiaques et on en a fait autre chose. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ce médicament en question? Le Viagra. Exactement. Le Alors, Viagra. c'est Denis qui l'a dit en premier. C'est bizarre. Oui. Enfin, Il est informé. Mais les autres savent parce que ma femme est pharmacienne, tu vois. Ils ont l'esprit mal tourné encore. Ils reviennent encore une fois sur le système du début. Exactement. Et du coup, plutôt que de se dire bah ça a pas bien marché, on a écouté les feedbacks des personnes qui ont du coup testé le médicament, qui ont dit bon par contre il se passe un autre truc. euh, Et comment puis vous bah, en dire? l'occurrence, ça a fait un produit à part entière derrière. Et puis bah, on a évoqué un peu tout à l'heure SpaceX qui a cassé beaucoup de choses juste pour collecter de la donnée qui ne s'attendait pas à tester. Et il y a beaucoup d'autres entreprises où on se serait dit mon Dieu, tout a explosé, il faut tout recommencer à zéro et reprendre 3 ans pour redévelopper quelque chose. Eux, ils se sont dit la meilleure manière d'obtenir du feedback, c'est de confronter notre produit à la réalité. Et c'est souvent aussi quelque chose, une chose dont les entreprises ont peur, de lancer un produit assez rapidement sur le marché parce qu'ils se disent mais c'est pas assez bien, on a besoin d'affiner des tas de choses, sauf qu'ils savent pas en réalité qu'est-ce qui est attendu par les consommateurs et en repoussant ça de plus en plus tard, on augmente le risque d'être parti dans la mauvaise direction pendant très longtemps. Il y a un discours que j'aime bien, c'est le discours des Shadocks. Alors non, on l'a en français là, c'est en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Donc il faut continuer à rater pour que ça marche. Pour continuer un petit peu dans les mécanismes liés autour de l'erreur, on a différentes stratégies en fonction de l'environnement, du contexte dans lequel on met les personnes. Si je vous pose un petit jeu en disant, je vais vous poser 10 questions et pour chaque question que je vous pose, je vais vous filer 10 euros. Vous allez me dire, ah ouais, c'est cool, je vais essayer de bien répondre aux questions. Vous allez être très attentif à ce que je vous dis et vous allez prendre le temps de réfléchir pour me donner la bonne réponse. Là, vous êtes focalisé dans ce qui se passe et vous êtes vraiment engagé dans le jeu. Parce que vous y voyez un intérêt immédiat. Vous me répondez à une bonne question, ça fait 10 euros de plus. Vous avez ce qu'on appelle, vous êtes dans un état d'approche motivationnelle, c'est-à-dire que atteindre un résultat positif, en l'occurrence répondre à la bonne question, ça va vous apporter quelque chose de positif. Si par contre je retourne un petit peu le truc, que je vous dis, je vous donne 100 euros et je vous pose 10 questions. Et à chaque mauvaise réponse, je vous prends 10 euros. Là, tout de suite, on se sent pas tout à fait pareil. On a tendance à se focaliser sur le risque d'erreur plutôt que sur le gain potentiel. En réalité, vous répondez bien à 3 questions, qu'on soit dans un état ou dans un autre, dans une situation ou l'autre, vous obtenez 30 euros. Et C'est pas bien ce genre de réflexion. J'aime pas moi ce genre de réflexion. C'est étrange. Mais effectivement, ouais. c'est exactement ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez fort quand j'ai fait cette présentation chez Coacham. J'ai quelqu'un dans l'assemblée qui m'a dit bah non, c'est pas pareil. Enfin, dans le deuxième cas, on risque de perdre de l'argent. Je dis mais tu vois, c'est exactement ça. C'était une démonstration assez forte et c'était proposé de manière ingénue. Donc, il y avait quelque chose de très spontané et très viscéral dans sa réponse qui était, mais tu vois, en fait, on fonctionne comme ça. Si on présente les situations en disant il y a un risque de perte potentielle, si tu réponds mal à la question, tu as tendance à ne plus voir l'opportunité de gain, mais tu es focalisé sur l'opportunité de perte. Donc, en se focalisant vraiment un peu sur les deux approches, ici, tu vas avoir tendance à développer un style cognitif un peu plus large. Tu vas être un peu plus créatif pour obtenir la bonne réponse parce que tu penses à la bonne réponse, la bonne manière de faire les choses. Tu vas Tu penses avoir que aussi c'est culturel, ça, cet aspect-là? Cet aspect de réflexion où on a plus tendance à voir le négatif que le positif? C'est culturel, c'est-à-dire c'est parce qu'on est, nous, ici, France, Belgique, Europe, ou bien c'est mondial, enfin, c'est l'être humain? Je saurais pas vraiment te dire, j'ai pas creusé le sujet plus que ça. Je sais pas.
Savoir si c'est Après, la comme même j'ai- chose dans d'autres pays, quoi. Je sais pas, on irait au Japon, est-ce qu'ils ont le même sentiment là? Est-ce qu'il y aurait le même type de commentaires si tu faisais cette présentation-là des Japonais, tu vois? Je Je sais pense pas. que c'est très lié à l'environnement, au contexte. Est-ce que c'est un contexte qui va plutôt être sociétal ou plus proche, de type ton entreprise ou ton environnement personnel? Je ne saurais Hmm. pas dire lequel impacte le plus, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire de manière générale, comme on l'a dit un petit peu avant, euh, le côté anglo-saxon a tendance à dire pas grave de se planter tant qu'on arrive à tirer les choses derrière. Ouais. Là où chez nous, on est beaucoup plus dans la préservation, quoi, en Europe. Mais c'est vrai quand tu me dis, c'est vrai, cet aspect, ça me frappe moi maintenant qui travaille de plus en plus avec des Américains, cet aspect où eux, quand il y a quelque chose, même parfois une bêtise, c'est la félicitation, c'est donner des prix entre guillemets. Ça nous paraît nous, Français et Belges, un peu bizarre quoi de recevoir des gratifications parce qu'on a juste fait quelque chose, où il y a l'employé du mois, l'employé de l'année, c'est des choses comme ça. Alors que nous, de manière scolaire, dès le début, on nous apprend que bah, quand tu fais une interrogation, un examen, si tu le réussis, c'est très bien, mais si tu le rates, tu te fais engueuler, quoi. Et donc, on va Exact. t'engueuler plus souvent qu'on va te permettre de réussir, alors que les anglo-saxons sont plus dans la gratification et à la limite moins cet aspect, comme tu le disais, d'échec, où les aspects d'échec, ils vont dire, bah, tu as appris et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Donc, Tout à fait. je sais pas. Je sais pas si c'est culturel ou, ouais, mais c'est intéressant. Je pense que le côté culturel joue pas mal. Après, à l'échelle de notre vie, les choses peuvent évidemment énormément Ouais, varier ouais, en ouais. fonction Ouais, c'est des clair. managers, des directeurs, des entreprises, des choses comme ça. Euh, pour revenir rapidement du coup sur la partie du coup avec une approche plutôt orientée motivation, on va voir donc cette capacité à être un peu plus créatif et surtout vous allez avoir un engagement. euh, vous craignez plus en fait l'engagement parce que vous voyez d'abord le gain potentiel plutôt que le risque de perte. Là où si on rebascule dans dans la stratégie un petit peu plus de préservation, on va avoir tendance à penser de manière un petit peu plus rigide et à davantage se focaliser sur ce qui peut aller mal. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des fois du vélo, du roller, du skateboard, peu importe. Euh, ça m'est déjà arrivé en fait où, en gros, il y a un poteau sur un trottoir qui est plutôt large et on est tellement focalisé sur l'évitement du poteau qu'on finit par taper dedans. Tellement faut que j'aille à droite, à gauche, je ne sais pas trop, et on se sent perturbé par un risque qui finalement est plutôt faible. On a tendance à surestimer ce risque-là et à tomber en plein dedans. En tout cas, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois et ça fait très bizarre et on se dit mais pourquoi il s'est passé ça? Ben, on est exactement dans ce cas de figure. On a vu le risque, on est resté focalisé sur le risque et on n'a pas vu toute la place qu'il y avait à droite ou à gauche du poteau pour facilement éviter le problème. Ça induit une réaction de stress et comme je disais juste avant, on est vraiment dans la surestimation du challenge euh, auquel on est en train de faire face. Euh, alors, je me rends compte que j'ai encore pas mal de trucs, donc je vais aller assez vite. Maintenant, l'idée, c'est de dire, bon, t'es gentil, t'as ta théorie, tout ça, mais en termes de résultats pour une entreprise, ça marche comment? On va rentrer là-dedans. Pour ça, j'aime bien m'appuyer sur les travaux d'Amy Edmondson. Amy Edmondson, bon, c'est pas n'importe qui, il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle est juste prof de leadership et de management à Harvard depuis presque 30 ans. Elle a pensé un petit peu le sujet et elle est reconnue dans le think tank Thinkers 50. Enfin, c'est un classement un petit peu des penseurs dans le milieu entrepreneurial et entreprise. Elle a été classée numéro 1 en 2023 et elle est régulièrement placée depuis 2011. Donc, c'est quelqu'un qui dit des choses intéressantes, qu'on trouve encore intéressantes aujourd'hui, et ça fait un petit moment qu'on trouve qu'elles sont intéressantes. Et c'est elle qui a créé ce fameux concept de la sécurité psychologique dont on entend des fois parler dans les organisations. C'est elle qui a commencé à utiliser ce terme-là. Et puis, bah, elle a aussi écrit deux, trois bouquins autour de comment on crée des équipes, comment on met en place un environnement sain dans les entreprises, etc. Donc, elle sait un petit peu ce qu'elle raconte. Et elle, son histoire, elle est partie d'une étude qu'elle a faite quand elle était encore interne, enfin, stagiaire dans un hôpital. On lui a demandé d'étudier les équipes au sein des hôpitaux et plus précisément de mesurer à quel point euh, le niveau relationnel au sein des équipes impactait le nombre d'erreurs, le pourcentage d'erreurs réalisées par ces équipes-là. Et l'idée, c'était hop, voilà. L'idée, c'était en gros,
quand j'ai envie de dire, confirmer une hypothèse qui semble un petit peu évidente. Ah, si on s'entend bien, on collabore mieux, donc on fait moins d'erreurs. Et les résultats de son étude ont été complètement le contraire. Des équipes avec une bonne capacité de collaboration, de la confiance et des relations saines remontaient plus d'erreurs que les autres. Et puis, du coup, ça donnait l'impression qu'elles performaient moins bien que les autres. Donc, c'est un graphe qui est comme ça juste pour expliquer. L'abscisse l'ordonnée, on s'en fiche un petit peu. Mais l'idée, c'est de dire plus les relations sont bonnes, plus le nombre d'erreurs était important. Et il y a un petit détail qui est important dans le retour de cette expérience-là, parce que de prime abord, elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle a creusé un peu, et en fait, les équipes en fait dans lesquelles ça se passait bien, c'est des équipes qui remontaient le plus d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'elles en faisaient forcément plus. Les équipes où il y avait de la défiance, où la confiance était basse, où les gens ne collaboraient pas forcément bien les uns avec les autres et du coup ne se soutenaient pas forcément, avaient tendance à cacher des erreurs. Donc, ces équipes qui marchent bien, elles ont tendance à rendre la réalité visible, à ce qu'on se rende vraiment compte de ce qui se passe. Donc, spontanément, il y a plus d'erreurs qui remontent parce que elles en font pas forcément plus, mais en tout cas, elles ne les cachent pas. Donc, au sein des organisations, quand il y a des conséquences trop fortes, trop importantes dans le fait de remonter une erreur, les gens, ils le font plus. Ils disent, la dernière fois, moi, j'ai fait une connerie, je l'ai dit à tout le monde, je me suis fait engueuler. Cette fois-ci, j'ai déjà essayé de cacher un petit peu mes bêtises. Si je peux passer sous les radars, ce sera pas plus mal. Du coup, on a tendance à répéter les mêmes erreurs parce qu'on ne prend pas le temps de les rendre visibles, de les creuser, de les comprendre et derrière de ne plus les recommencer. Donc, et le gros risque derrière ça, c'est que ces petites erreurs qui sont cachées par les équipes, qui veulent pas les remonter parce qu'elles craignent les conséquences, au bout d'un moment, ça a tendance à s'accumuler comme des petites erreurs dont on parlait en tout début de présentation, et ça peut créer des très très gros dégâts. Il y a un truc, un concept qu'on aime bien, dont on aime bien parler dans les organisations qui sont un petit peu comme ça, c'est les fameux indicateurs pastèques, où à l'extérieur, tout a l'air bien, c'est tout vert, et dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, non, il n'y a rien qui va. Soit les indicateurs, ils sont juste truqués pour qu'on ait l'impression que tout va bien, soit on a juste mis des indicateurs qui sont pas vraiment pertinents et la réalité se cache un petit peu plus loin. Du coup, l'autre risque, c'est de créer ce qu'on appelle des perverse incentives en anglais, et j'ai pas pris le temps de regarder comment on pouvait le traduire en français, mais en gros, c'est en donnant une motivation, en essayant de créer un comportement, on va créer quelque chose de complètement négatif en face. Est-ce que ça vous parle, ce qu'on appelle l'effet Cobra? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce terme-là? Du tout. Non. Du tout. L'effet Cobra, en fait, c'est quelque chose qui, quand on parle d'effet Cobra, on fait référence à quelque chose qui s'est passé en Inde quand les Britanniques étaient encore sur place, quand ils avaient colonisé l'Inde. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un vrai problème de présence de cobras dans les villes. Il y avait énormément de cobras, ça créait des problèmes de sécurité, il y a beaucoup de gens qui étaient mordus, qui mouraient à cause de ça. Donc ils se sont dit, on va être super malin, on va dire aux gens, si vous nous ramenez des cobras morts, que vous chassez des cobras et que vous nous les ramenez, on va vous donner une prime. Et au début, ça a plutôt bien marché, les gens ramenaient des cobras morts et empochaient leur argent. Ils étaient super contents, le nombre de cobras a commencé à diminuer dans les villes. Puis au bout d'un moment, ça s'est mis à stagner. Les gens ramenaient toujours autant de cobras, mais ça s'est mis à stagner. Les gens ramenaient de plus en plus de cobras et on s'est mis à avoir de nouveau de plus en plus de cobras dans les villes. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit, moi, ce qu'on me demande de faire, c'est de ramener des cobras morts. Donc, plutôt que de risquer ma vie en chassant les cobras un peu partout, puis surtout en réglant le problème, ce que je vais faire, c'est que je vais élever des cobras. J'élève des cobras, je les tue, je les rapporte et on me paye pour ça. Et L'être humain est quand même incroyable. Hein. c'est toujours un vrai problème dans les organisations quand Ah, on essaie de définir des objectifs, on va encourager un certain type de comportement qui n'est pas toujours si évident. Et du coup, il y a toujours une grande réflexion à avoir quand on essaie de définir un objectif, quand on veut parler d'une certaine culture, etc., qu'on demande aux gens d'atteindre tel résultat. Il faut toujours se poser la question de quel comportement je suis en train d'encourager en faisant ça.
pour aller très très vite sur un petit retour d'expérience lié à de la code review, il y a un moment où on a voulu que la code review soit un exercice un peu plus partagé chez CodeShare. On avait quelques devs qui faisaient quasiment tout. On a voulu que ce soit un peu plus distribué. Du coup, on a demandé aux devs d'avoir un certain nombre de code review qui soient réalisés par mois. Sur le papier, on peut dire, ouais, c'est quand même un peu risqué. Il y a des gens qui peuvent juste aller cliquer le bouton vert en disant, moi j'ai fait ma code review, j'ai atteint mon nombre et c'est fini. Donc ce qu'on a fait pour créer une habitude saine, plutôt que de mettre les gens sous pression et qu'ils fassent de la code review à l'arrache, cet objectif, il était volontairement très bas pour que les gens se disent, oh bah pour atteindre mon objectif, si je fais juste une code review ou deux dans la semaine, étalée sur l'année, j'atteindrai l'objectif attendu. Et du coup, en créant un petit peu cette habitude de le faire pas trop souvent et de le faire dans des conditions agréables, avec des conventions, avec du code qui soit qualitatif, etc., on a créé de l'engagement autour de cet exercice-là. Si on avait mis des niveaux élevés en se disant, nous, on aimerait bien que les gens ils fassent beaucoup de code review, les gens seraient effectivement tombés dans l'effet inverse de on fait de la code review pour faire de la code review. Et c'est comme ça pour tout. Ça se retrouve aussi beaucoup, par exemple, quand vous avez des outils qui analysent la qualité du code, qui disent il y a X% du code qui est couvert par des tests. Les gens, au bout d'un moment, ils font des tests pas pertinents, mais juste pour que l'outil arrête de râler. C'est pas fou. C'est vrai. C'est le truc coverage. Ah, Denis, c'est pas fou. On fait des tests parce que c'est. Ouais. Non. Il y a des tests, parfois, ils sont cons. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux objectifs qu'on met, aux attentes qu'on met, à comment on mesure et on chiffre les choses pour dire c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Il faut toujours se poser la question de quelle attitude ça risque d'induire de la part des personnes qui vont être impactées par ce que vous leur demandez. Tout bientôt à la fin. Et revoir aussi peut-être, revoir pas les objectifs, mais les manières dont tu parles. Donc se rendre compte, même si on a, comme tu dis ici, mis des évaluations sur base de code review et de nombre de code review, peut-être 3 mois, 6 mois après, se dire, ah bah tiens, il faut peut-être adapter, il faut peut-être évoluer, il faut peut-être le changer par un autre système. Donc c'est des choses parfois qu'on ne fait pas régulièrement en se disant, bah, ça là depuis des années, on continue à le faire. Quoi. C'est con. Pourtant, l'agilité prône beaucoup ça, inspect and adapt. Et si on n'inspecte pas, bah, on n'adapte pas, et au bout d'un moment, le système qu'on a mis en place ne correspond plus à la réalité parce que les choses ont changé. Je sais pas, il y a eu plus de gens, il y a eu du turnover, il y a la seniorité qui a bougé, et pour tous ces éléments-là, on a certainement besoin de faire évoluer le système. Tout à fait. Oui. Très rapidement, donc c'est bien beau de dire, bah, tu nous dis, il faut mettre de la sécurité psychologique, il faut être un peu gentil avec les gens, il faut pas leur taper dessus, mais dans les faits, ça se matérialise comment? Donc on peut collecter de la donnée autour de tous ces sujets-là. Amy Edmondson, elle a proposé des questionnaires assez complets sur ces sujets, des questions auxquelles on peut répondre avec des échelles, il me semble, de Likert. Donc en gros, de noter de je suis pas du tout d'accord à je suis très d'accord, pour permettre de mesurer tout ça. Et en gros, ça va se questionner sur la gestion du risque dans tout ce qui est relations interpersonnelles, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'admettre des erreurs? Qu'est-ce qui se passe quand on remonte des problèmes qui sont des choses assez embêtantes? Est-ce qu'on est encouragé à prendre des risques? Est-ce qu'on peut facilement demander de l'aide autour de soi? L'autre partie, c'est tout ce qui est respect et inclusion. Est-ce que les gens ils se sentent acceptés? Est-ce qu'au contraire, ils ont besoin un peu de mettre un masque pour se fondre dans le groupe? Est-ce que les gens un peu différents, on a tendance à les laisser un peu de côté, à pas trop les écouter? Il y a toute une partie autour de reconnaître les contributions positives de la part des personnes. Est-ce que on se contente de dire, comme vous disiez, bah, quand on réussit, c'est l'équipe, et quand on rate, c'est une personne en particulier? Est-ce qu'on sait faire les deux, récompenser le groupe, féliciter le groupe, mais également reconnaître la valeur des individus? Et il y a une autre partie, donc cette fois-ci, qui est plus liée sur les managers. Si vous voulez savoir si votre manager est plutôt avancé dans cette pratique et cette capacité à créer un environnement de sécurité psychologique au sein de son équipe, au niveau de ce questionnaire-là, il y a un premier point important, c'est comment on crée un cadre. Comment on arrive à expliquer à son équipe ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire, quels sont les risques, quelles sont les ressources qui sont à notre disposition, quels sont les impacts si tel risque n'est pas mitigé correctement. Est-ce que le manager ou la manager a une capacité à créer de la participation, de la proactivité de la part des personnes qui composent l'équipe pour partager des questions, admettre qu'ils savent pas, admettre qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de discuter de quelque chose parce que c'est pas clair. Est-ce qu'ils ont une capacité à répondre de manière productive?
aux sollicitations de leurs équipes? Est-ce qu'ils savent donner les bonnes informations? Est-ce qu'ils savent écouter? Est-ce qu'ils savent mettre un cadre clair d'un point de vue comportemental, relationnel au sein de l'équipe? Euh, Toutes ces choses-là. Donc il y a un lien en bas de la slide et je pourrais également les partager ailleurs s'il faut. Ouais, On a on des pourra les questions mettre dans les notes de l'émission, standardisées. comme ça, bon, les gens pourront directement cliquer dessus. Très Ça, clairement, ça et sera plus c'est des ressources hyper importantes qui peuvent être prises en l'état. On se pose des questions, on essaie d'y répondre, et ça permet vraiment de constater à quel point on est avancé sur ces sujets ou s'il y a encore un petit peu de travail à faire. Et simple. même dans des organisations où, quand on arrive, on a l'impression que les choses se passent bien, dès qu'on discute un petit peu avec les gens, et ben, le relationnel, la capacité à se tromper, la capacité à faire des erreurs ou à pas savoir, bah, des fois, c'est un vrai sujet qui est pas vraiment pris en compte et qui nécessiterait beaucoup de travail et d'amélioration. Donc, Ouais. maintenant qu'on a partagé un petit peu tout ça, j'espère que la prochaine fois qu'on vous remonte un gros problème, vous serez pas comme ça et vous réagirez un petit peu plus de cette manière-là. Ouais, Et c'est ouais, terminé. je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça peut même, j'ai envie de dire, envoyer sur d'autres impacts, d'autres problèmes qui peuvent être derrière. C'est tout ce qui est dans les entreprises, l'absentéisme, les maladies. Enfin, il y a tout cet aspect de communication. C'est pas simplement des problèmes techniques ou des problèmes, on est dans le logiciel, donc des problèmes de développement d'applications, de logiciels, etc. Il y a tous les à côté qui ont un impact. Et oui, ça va avoir un impact sur tout, quoi. Donc, Et tout ce que non, tu très dis est vrai, intéressant. en fait. Nous, on s'appuie là sur le développement, notre connaissance de notre métier dans la tech, mais c'est tous les métiers, ce que tu racontes, c'est bon dans Ouais, n'importe quelle entreprise. Il y en a beaucoup. Toi, quand on entend les gens, non, je vais pas, j'ai la boule au ventre et tout, bah ouais, parce qu'on tape sur la personne, quoi. Et donc, ouais, en c'est fait, ça. toute l'entreprise y perd finalement. Et C'est toute la exactement ça. société y perd, je dirais même, parce que en France, ça nous coûte que les gens ne vont pas au boulot. En Ah bah, Belgique bien aussi. sûr. Là, j'ai vraiment pu constater, il y a quelques équipes que j'ai pu accompagner, dans lesquelles on a atteint un niveau de maturité en termes de sécurité psychologique particulièrement élevé, où on se retrouve avec des gens qui se soutiennent quoi qu'il arrive, des gens Mhm. qui s'écoutent, des gens qui osent dire en rétrospective, on avait un petit exercice qu'on appelait une roue des émotions, où chacun pouvait positionner sa petite tête sur la roue pour partager plein d'émotions qui ont été ressenties durant le sprint, et des gens qui osent dire moi, durant ce sprint, il s'est passé ça, ça m'a dégoûté, j'étais vraiment en colère, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que je suis pas d'accord. D'autres qui vont dire, bah, en ce moment, je suis crevé, je suis désolé, j'ai pas été très efficace, je n'étais pas impliqué, et qui osent vraiment dire ça, pas juste à leur manager, mais devant l'ensemble de l'équipe, euh, pour tout simplement, enfin, être transparent. Et notre Ouais. rôle derrière en tant qu'équipe, c'est d'aller aider ces personnes-là, de créer l'environnement qui va faire qu'elles s'en sortiront beaucoup mieux, et pas juste se dire: «Ah non, mais écoute, moi tes problèmes, je veux pas savoir, faut qu'on délivre». Bah, écoute, non, des fois, enfin, on est des humains, il se passe plein de choses dans nos vies. Dire, le perso, quand on passe la porte du travail, il reste à la maison, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'étais jeune développeur et avec lequel je suis pas du tout aligné aujourd'hui. Donc je pense qu'on a besoin d'accompagner l'ensemble de l'organisation vers quelque chose d'un petit peu plus humain, où tout ça c'est pris en compte. C'est pas une excuse pour pas être compétent. On a besoin de personnes compétentes, on a besoin de personnes investies, mais on n'est pas tous les jours aussi bon au boulot. Et les personnes Mhm. qui sont dans des périodes difficiles, faut savoir les accompagner, faut savoir arranger l'organisation de l'équipe dans une mesure qui permet à tout le monde de produire autant qu'il peut, autant qu'elle peut, et quand les choses reviennent un petit peu plus à la normale, ben, on a des gens qui sont reconnaissants, qui sont investis et qui savent qu'ils peuvent faire confiance à leur manager, à leurs collègues, et qui sont prêts à faire ce que j'appelle moi l'extra mile, le bug à 18h30 où putain, on s'était déjà presque dit au revoir, et tu dis bah écoutez les gars, il se passe un truc, les gens ils vont le faire volontairement parce qu'ils Ouais. sauront que en période difficile pour eux, l'entreprise sait, le manager sait et l'équipe sait leur venir en aide, et ben, le jour où l'entreprise a besoin d'eux, ils se sentent pas vraiment redevables, c'est équilibré. Mais c'est Et compliqué. moi, j'ai eu, Parce c'est que dans les compliqué. entreprises où je disais, où tu as des managers qui sont incompétents. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la
kakistocratie, ça non, K-A-K-I, la kakistocratie, vous chercherez. C'est le règne des managers incompétents, en fait. Et en fait, eux vont empêcher de ce type de discours parce que en fait, tu vas les montrer tu vas les dévoiler. Les incompétents, ceux qui vont parler beaucoup et en fait, qui n'auront absolument pas le problème de, comment on appelle ça, vous savez, plus on est compétent et plus on doute de soi-même, en fait. C'est un nom, ce truc-là, enfin, peu importe. Et en fait, c'est pas grave, en fait. Pallier à ces personnes-là, tu pourras pas parce qu'elles sont dans la hiérarchie. Par contre, l'équipe qui est en dessous va pouvoir elle-même s'auto-gérer, protéger, en fait, face à ça. Et il faut pas baisser les bras, en fait, dans ce système où, parce que des managers incompétents, mais il y en a plein, hein, même dans des très grosses boîtes, quoi. Ouais. Même en politique, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Le problème que ça crée dans les entreprises d'avoir des personnes comme ça, c'est que les managers dans les entreprises, et pas que les managers, ça peut être aussi des contributeurs individuels, mais tu vois, parfaitement visibles. C'est des personnes qui sont des leaders, c'est des personnes qui ont de l'influence. Non pas, tu sais, qui peuvent, voilà, qui ont le bras long, qui peuvent décider des trucs, etc. On parle d'influence presque innée par leur position et leur visibilité au sein de l'entreprise. Ces personnes-là vont influencer de manière très significative l'ensemble de la culture autour d'elles. Donc, si tu as un manager qui a un con dans un coin, ça a tendance à être assez limité. Mais quand tu as une culture d'entreprise avec éventuellement un CEO ou des directeurs de département ou quoi, qui ont une certaine approche du travail, c'est quelque chose qui va se refléter sur le reste de l'organisation. Même des personnes qui initialement vont être de bonne foi, ont vraiment envie de faire les choses bien, si l'environnement autour de toi valorise, reconnaît un autre type de comportement, qui est un comportement qui pour toi est pas trop aligné avec tes valeurs, bah, tu peux quand même tomber dans des choses qui ne te correspondent plus et qui sont plutôt négatives pour toi, parce que tout ton environnement te crie en fait que c'est la chose à faire. J'ai eu une expérience d'un développeur que j'avais dans une de mes équipes, qui a été prêté entre guillemets dans une autre équipe où l'environnement était quand même moins sain. C'était une équipe beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grosse, avec des petits clans et tout, donc en termes d'état d'esprit, c'était pas génial. On m'a fait des retours sur le comportement de mon développeur qui m'ont sidéré, en fait. Et quand j'ai pris le temps de la discussion avec lui, il m'a dit: «Bah ouais, je reconnais». Mais comme il y avait un côté de norme autour de moi, je me suis un peu laissé embarquer dans tout ça et je me suis adapté un peu à mon environnement et enfin, et c'est ce qu'on fait, même de manière très, comment dire? Très biologique, très physiologique, on s'adapte à notre environnement. Si on fait du sport, on fait du muscle, si on n'en fait pas, on en perd. Enfin, la fonction crée l'organe, bah, mettre quelqu'un dans un environnement qui est pas forcément sain, même si la personne de base, en tout cas dans mon équipe, c'est une personne adorable qui, était très, en phase avec le reste de l'équipe. On l'a mise dans un autre environnement et en quelques mois, la personne était méconnaissable et quand elle est revenue, elle a admis que ça lui faisait du bien de revenir, qu'elle sentait qu'elle était plus alignée avec ce qui se passait, mais ça l'a pas empêché d'être un petit peu, heu, d'être très influencée, d'être embarquée dans un autre mode de fonctionnement et de, finalement adopter, une attitude, un comportement qui, ouais, ça m'a un petit peu sidéré, quoi. Ouais. Tu fais du C'est pas mimétisme anodin. aussi beaucoup par rapport à ton environnement. Donc ouais, c'est clair que tu Énormément. t'adaptes et tu essaies de te fondre un petit peu dans la masse et ouais. C'est ça. Et C'est non, pour ça que les leaders, ils doivent être exemplaires. Les leaders doivent être tout à fait. exemplaires parce que qu'ils le veuillent ou non, ils influencent énormément le comportement des personnes Ouais, autour tout à d'eux. fait. Non, très intéressant en tout cas. Ouais, moi j'aime Ça bien. nous change un peu de notre ordinaire, hein, Christophe. Oui, vous avez remarqué qu'Adrien a dû partir un peu plus tôt. Il te remercie déjà, et c'est ce qu'il m'appelait dans notre chat ici, notre Slack privé. C'est Donc, très gentil. et il regardera la fin de l'épisode à distance. Mais non, j'allais dire, ça change un petit peu de notre habitude. On a beaucoup de tendance à faire des podcasts de manière technique sur des technologies, sur des langages, sur des frameworks, sur de l'architecture, etc. Ici, on sort un petit peu cet aspect-là. Ben, c'était prévu, hein, c'est le but aussi, c'est l'aspect agilité et cet aspect d'organisation Qu'il y a dans les des humains développements derrière le code. d'entreprise. Et qu'il y a des humains derrière le code. Ouais, il faut le rappeler à notre époque, c'est Pour pas l'instant. toujours évident qu'il y ait des humains derrière le code. C'est pas évident, non, on est sur la fin, mais il y en a encore. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Non, non, Et non, il y cet a des humains aspect-là dans les est important. organisations. C'est ce Ouais, que tu disais, Denis, c'est quelque chose qui s'applique partout. ouais, Et c'est pour ça que là aujourd'hui, donc j'ai une activité d'indépendant aussi, notamment chez Arte, un de mes clients.
et je commence à être approché en interne par des équipes qui n'ont rien à voir avec des équipes de développement informatique parce que Ah ouais, c'est ça. elles voient que les interventions que je peux faire, l'accompagnement que je peux faire, en réalité, ça peut très bien s'appliquer à elles, à eux. C'est C'est les pour d'autres problématiques domaines. organisationnelles qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité finalement. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Non, très bien. Eh bien, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on clôture ici cet épisode. Non, pas particulièrement. Merci à vous pour votre confiance, pour votre Ouais. invitation. Merci à toi surtout de nous avoir Oui. ouvert les yeux sur tout ça, nous avoir expliqué tous ces aspects-là. Il y a des choses qu'on connaissait, enfin qu'on se doutait un petit peu, mais on n'avait pas des mots à mettre dessus. Donc c'est toujours bon aussi d'avoir à la fois des références, des mots, et de savoir un petit peu, et aussi des bonnes idées, des nouvelles idées en tout cas pour moi. J'ai appris aussi des choses. Donc c'est un épisode intéressant. Pas habituel pour nous, mais intéressant dans tous les points de vue. Il faudra qu'on refasse ça. Donc si tu as d'autres sujets dans le même ordre d'idées, c'est toujours avec bienvenue, donc on en discutera aussi pour éventuellement refaire d'autres épisodes, ou l'année prochaine, si jamais au niveau du DFD, il y a d'autres choses, tu reviendras après chez DevApps pour pouvoir nous parler de ça et de faire un enregistrement vidéo sur ça alors. Avec grand plaisir. J'ai d'autres sujets, je donne des conférences régulièrement, j'aime beaucoup faire ça, donc j'en ai d'autres dans les cartons. Ah bah alors, on va discuter alors. Parfait. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi aussi Christophe. Et on se retrouve je ne sais pas, dans un mois je pense, hein, pour 3 semaines, enfin, oui, un mois, on va dire. ouais, je pense, du coup, ça sera déjà en 2026. Hein. Ouais, on sera déjà en 2026, puisqu'on arrive ici le 19 décembre, le temps qu'on publie, ça fera un jour ou deux, donc normalement avant les fêtes. Il y a de bonnes fêtes à tout le monde, on va déjà annoncer ça, et on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode. Merci bien en tout cas, salut à tout le monde. Merci, salut. Bonne fête à tout le monde.